Voici les réponses des questions posées dans ce concours de 2016, médecine et pharmacie. Je commence par la partie physique, l'exercice 1. Je lis l'énoncé rapidement. Voilà. Une onde monochromatique, c'est-à-dire une seule longueur lambda, bien déterminée, se propage dans divers milieux transparents, d'indices de réfraction différents. Et voici un tableau qui résume les caractéristiques de la propagation de cette onde dans chacun des milieux. Voilà, le milieu, il y a trois. Le vide, le diamant, le verre. Donc l'onde a sa longueur d'onde en nanomètres. Dans le vide, c'est 600 nanos. Dans le diamant, on ne le connaît pas, c'est lambda 1. Et dans le verre, c'est lambda 2. Pour l'indice de réfraction, dans le vide, c'est 1,0. Dans le diamant, c'est 1,1. Et dans le verre, c'est 1,5. Ça y est. Pour la vitesse de propagation, ou bien la célérité, c'est en mètres par seconde, bien sûr. Dans le vide, c'est 3 10 puissance 8. Dans le diamant, c'est 1,25 10 puissance 8. Et dans le verre, une vitesse V2 inconnue. Voilà les caractéristiques de l'onde dans chacun des milieux. Vide, diamant, verre. Première question, Q11. Les indices de réfraction N0 et N1, c'est-à-dire dans le vide et dans le diamant, réalisent l'une de ces relations, soit grand A, soit grand B, soit grand C, soit grand D. Il faut cocher la bonne réponse. Comment il faut procéder? Comme suit. Regardez ici. Je sais que N0, c'est C sur C. C'est l'indice du vide, c'est 1. L'air ou bien le vide, c'est 1. Il faut le connaître par cœur, c'est le cours. Par définition, N1 des milieux 1, c'est la célérité de la lumière dans le vide ou bien dans l'air sur celle dans le milieu 1. V1, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu 1. Ça, c'est le cas général. Donc, à partir de ces deux relations, je déduis le rapport N1, 0 égale ceci. Et je trouve donc 5N1 égale 12N0. Vous n'allez pas trouver directement 5 et 12. Vous allez trouver 2,4 parce que 12 sur 5, c'est 2,4. Vous allez trouver 2,4, c'est 12 sur 5. Et voilà la solution. Donc, il faut cocher D. Ça y est. Pour Q12. Les longueurs d'onde lambda 1, c'est-à-dire dans le diamant, et lambda 2, c'est-à-dire dans le verre, et réalisent la relation, l'une de ces deux relations. La première question concernant la relation entre les deux indices, dans le vide et dans le diamant. Cette question concerne la relation entre les longueurs d'onde dans le diamant et dans le verre. Comment il faut procéder? Comme ceci. Regardez ici. Je sais que lambda, en général, lambda, c'est V sur la fréquence. En général, lambda, c'est V de l'onde sur la fréquence de l'onde. Donc ici, dans le milieu 1, c'est V1 sur nu. Lambda 2, c'est nu2 sur nu. Attention, nu d'une onde, la fréquence d'une onde ne dépend pas du milieu. Voilà pourquoi je l'ai mis en gras. Donc la fréquence de l'onde ne change pas, même si l'onde change de milieu de propagation. Faites attention à ça. À partir de ce système, je fais le rapport, j'élimine la fréquence nue et je déduis que 8 lambda 1 égale 5 lambda 2. Une petite indication, la célérité V2, c'est C sur N2. C'est par définition de l'indice. Parce que l'indice N, c'est C sur V. Donc N2, c'est C sur V2. N3, c'est C sur V3. N4, c'est C sur V4, etc. C'est le cours. Voilà, je connais donc la vitesse V2 d'après les calculs. Ah, ça y est. Je passe à la question Q13. Il s'agit de vérifier que la vitesse V2 est égale à ceci, cela, ceci. On a déjà fait ça dans la question Q12. Voilà, regardez ici, Q13, il faut cocher D, car par définition, V2, c'est ceci, c'est 1,5. C'est C sur l'indice N2. C'est C de la lumière sur l'indice du milieu de propagation. C'est 2 mètres par seconde. Voilà la vitesse V2. C'est-à-dire la vitesse ou bien la célérité de la propagation de l'onde dans le diamant. Ça y est, je passe à l'exercice 2. Il s'agit de la partie nucléaire. On veut donner un diagramme classique. C'est un exercice classique. Le diagramme ci-contre montre
les premiers noyaux résultant de la désintégration radioactive du noyau. Donc, c'est une famille radioactive, c'est-à-dire les atomes qui dérivent de l'uranium U38. Sur l'axe Y, on vous donne A, le nombre de masse, et sur l'axe X, on vous donne Z, le numéro atomique. Question Q14. La désintégration 1. Regardez, le passage de U à TH, le thorium. Et 2, c'est celle du thorium vers le palladium. Ça y est? Donc, respectivement, donc, ces deux désintégrations correspondent respectivement. L'une va donner alpha et bêta plus, ou il en est de même de l'autre, alpha et bêta moins, alpha et gamma, bêta moins et bêta plus. C'est-à-dire, pour chaque transformation, une ou bien deux, préciser s'il s'agit de A, grand B, grand C ou grand D. Ça y est, voilà. Je sais que l'uranium, d'après le diagramme donné, hein, U38, donne thorium 234 plus l'hélium, c'est alpha. Alpha, ce serait le noyau d'hélium, le 4, l'hélium 4. Le thorium, TH234, lui, il va se transformer en palladium 234 en donnant une radioactivité bêta-. Ce sont des électrons. Ça y est, puis il y a des négatons. Donc, le 1 va donner alpha et le 2 va donner bêta-. Je passe à la question Q15. Regardez Q15. Le nom du noyau X, qui est inconnu ici, c'est le dernier de la transformation à partir de l'uranium. Et le radium, l'actinium, l'uranium ou bien le thorium. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut opérer. Le X, c'est l'uranium. Pourquoi? Parce que X, d'après le schéma, il a 234. Donc, c'est un isotope de l'uranium. Ils ont le même Z, 92, 92, d'après le diagramme. Donc, puisqu'ils ont le même Z, donc ce sont deux isotopes. Donc, X, c'est un uranium. Bien sûr, 234. Ça y est. Et je passe à l'électricité. C'est l'exercice 3. On considère un circuit électrique contenant en série un générateur de tension électrique idéal de force électromotrice E égale 6 volts. Il faut bien sûr écrire les valeurs numériques données ou bien les souligner. Une résistance R égale 20 ohms, une bobine inductance L égale 1 henry et de résistance interne 10 ohms. N'oubliez pas la résistance de l'inductance de la bobine, c'est petit r, c'est 10. Et un interrupteur K initialement ouvert. Ça y est. À l'instant T0 égale à 0, c'est-à-dire on va fermer l'interrupteur, c'est-à-dire le courant va passer, on ferme l'interrupteur K. Donc, la question Q16. La tension électrique minimale au bord de la bobine est égale à soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 volts. C'est à vous de chercher la bonne réponse. Voilà le circuit. L'alimentation continue de FME, la résistance et la bobine. Par exemple, un moteur. Ça, c'est la résistance. Ça y est, pour la protection du moteur. Voilà les données numériques. 6 volts, 1 henry, 20 ohms, petit r, 10 ohms, c'est celle de la bobine. Comment chercher UL min, la tension minimale au bord de la bobine? J'ai écrit la définition. C'est le cours. Je sais que UL, c'est LD sur DT plus RI. Ça y est, en régime permanent. Je ferme, bien sûr, je ferme K. J'attends quelques instants, quelques secondes, pour que le système, pour que le régime permanent s'établisse. C'est-à-dire que le petit i devient constant, il tend vers grand I. Donc, lorsque i tend vers grand I, alors la dérivée est nulle, parce que la dérivée de constance est nulle. Si i tend vers grand I, cette dérivée tend vers 0. Et donc, cette formule devient ceci. Je remplace petit i par grand I. Je connais petit r, je connais I permanent, c'est ça, c'est E sur R, c'est la loi de Pouillet. Je sais que I égale E, la FEM sur toutes les résistances qui existent dans le circuit. Voilà, j'ai I, j'ai petit r et donc j'ai UL. Donc IL min, c'est 2 volts. Donc il faut cocher
faut cocher donc le 2 volts ici, c'est-à-dire A. Ça y est, je passe à la question Q17. À un instant T1, pour lequel les tensions électriques aux bornes de la bobine et aux bornes de R et de la résistance R sont égales, est égale à. Ça y est, donc cherchons à quel instant les deux tensions sont ou bien seraient égales. Il faut chercher l'instant de cette égalité. Quand est-ce que les deux tensions sont égales? Voilà. On va dire ici. Q17. Je sais que UR égale RI. C'est la loi d'Ohm aux bornes de R. Et ça, c'est la loi d'Ohm aux bornes de la bobine. C'est LD sur DT plus RI. C'est le cours. Avec, bien sûr, petit i. C'est I maximal, c'est le cours, c'est E sur R plus R, facteur de 1 moins E moins T sur τ, avec τ, c'est le cours, c'est L sur toute la résistance. Toutes les résistances dans le circuit en série, il faut noter, c'est R total ici, en général, c'est L sur R total. Je dérive cette expression, et c'est des maths, hein. Voilà, UL, c'est LD sur DT, je trouve ceci. Ça, c'est un fois multiplié. Donc, l'hypothèse dont je dispose, c'est UR égale UL. J'ai écrit UR égale UL, c'est-à-dire UR, c'est RI, c'est-à-dire R fois ceci. R fois ceci égale ceci. Je trouve petit t égale ln2 sur 30. Donc, il faut cocher D. Ça y est? Voilà pour ce qui est électricité. Je passe à la mécanique. Il s'agit d'une chute. Je pense d'une chute libre, oui. À l'instant t égale à 0, on lâche sans vitesse initiale une bille de masse m d'un point O d'altitude h. Elle parcourt sans frottement la distance petit t égale 7/16 de h pendant la dernière seconde. Il souligne cette phrase, elle est très importante. Pendant la dernière seconde de chute, on a la distance traversée par la masse, ceci, 7/16 de h, est traversée pendant la dernière seconde, point. On considère que G égale ceci, bien sûr 10. On prend à l'origine du potentiel au sol. Oui, c'est là où P égale à 0. C'est le sol. Donc, le repère du sud, bien sûr, est un axe vertical OZ orienté vers le haut. Ce sont des données, hein? Donc, première question, c'était que 18. L'équation R du mouvement, ceci, cela, etc. La première des choses, pour répondre, faire un petit schéma. Le voici. L'axe, il est ascendant, c'est-à-dire il monte vers le haut. La masse est lâchée de haut, qui se trouve à une altitude h du sol. Voici le sol. Ça y est, G, c'est toujours vers le bas. Donc, soit Z1, c'est l'avant-dernier Z. Et soit Z2, c'est le Z final. Donc, entre Z1 et Z2, se déroule une seconde. Et pendant cette seconde, cette dernière seconde, la bille a traversé D. Il faut bien assimiler ça. Donc, si j'appelle Z1 et Z2, les deux dernières cotes, le Z1, le Z2 sont de valeur algébrique. Donc, le temps qui se passe entre Z1 et Z2, c'est une seconde. Donc, la distance traversée, elle est donnée. Voilà, D égale 7/16 de H, donnée. Donc, pour l'équation horaire, j'écris Z égale 1 demi de AT carré plus V0t plus Z0. Z égale 1 demi de AZT carré plus V0ZT plus Z0. D'après les conditions initiales, GZ égale moins 5T parce que G est négatif. Moins 1 demi de A. Ici, A c'est G. Sa moitié, c'est moins 10 sur 2. Donc, c'est moins 5. Moins 5. Je n'ai pas de vitesse initiale. Et je n'ai pas de Z initiale. Donc, l'équation horaire se réduit à moins 5T carré. Donc, c'est B. C'est la réponse à la question Q18. Ça y est? Pour passer à la question 19. Regardez, qu'est-ce qu'on vous demande ici. L'altitude H est égale, c'est-à-dire la hauteur de chute à partir de haut jusqu'au sol, est 20, ou bien 45, ou bien 80, ou bien 125 mètres. Il faut choisir la bonne réponse. C'est une question très, très compliquée. C'est
c'est un peu dur pour les étudiants, surtout le jour du concours, le jour de l'examen. Ça y est, voilà comment il faut faire. J'ai écrit Z1. Donc, lorsque la particule arrive en Z1, pendant ce mouvement de chute, voici son équation horaire. Voici l'équation qui gouverne son mouvement. En arrivant en Z2, voici son équation horaire. Ici, j'ai T1, j'ai T2. Donc, je connais T2 moins T1. C'est une seconde. C'est dans les données. La dernière seconde, c'est T2 moins T1. Et H, c'est une distance. H est toujours positive. D'après le schéma H, c'est quoi? C'est moins Z2. Toute la hauteur, c'est moins Z2. Ce n'est pas Z2 parce que Z2, c'est négatif. Donc, il faut injecter le signe moins puisque H est positif. Faites attention. Z2 négatif, H positif. Donc, il faut noter tout ceci sur votre feuille. Ce sont des données. Ça y est. Z1, Z2, c'est après la première question. Mais T2 moins T1 égale 1 seconde, H égale moins Z, ce sont des données après le schéma. Qu'est-ce que je cherche? Mon inconnu, c'est H. Ça y est? Donc, j'ai écrit Z1 moins Z2. Z1 moins Z2. C'est Z1 moins Z2. C'est ceci moins cela. C'est ceci. C'est 5 facteurs de T2 plus T1. Et qu'est-ce que c'est que Z2 moins Z1? C'est 7/16e de H. C'est cette distance D. Donc Z1 est plus grand que Z2. Faites attention. Z1 est plus grand que Z2 parce que ce sont des valeurs négatives. Donc Z1 moins Z2, c'est 7/16e de H. J'écris ceci. Donc une fois cette équation écrite, ça y est, le problème commence à s'alléger, à s'éclaircir. Ça y est. Voilà, cette équation devient ceci. 7/16e égale 5. J'élimine T1 par cette équation. T1 égale T2 moins 1. Je l'injecte ici. Car, voilà, ça y est. J'ai T2 égale racine. Avec H égale moins Z2, je peux tirer T2 égale ceci. Parce que je ne dois laisser que le H. Donc, je me suis débarrassé de T1 et je vais me débarrasser de T2 en utilisant cette relation. Et voilà, j'obtiens ceci. J'élève au carré pour chasser la racine et j'obtiens cette équation du deuxième degré. C'est un peu compliqué pour vous, hein, je le sais. Vous voyez, cette question n'est pas à la portée de tous les étudiants. Voilà une équation du second degré où l'inconnu c'est H. Je l'ai mis en gras. Donc, chercher delta, c'est P carré moins 4AC. J'obtiens 225. Donc, il y a deux solutions. H1, vous allez trouver une hauteur négative. C'est inadéquat, ne convient pas, c'est 1. Et une hauteur positive, c'est H égale 80 mètres. Voilà pour la hauteur. C'est la question Q19. Et je passe à la dernière question, Q20. C'est une question énergétique. L'énergie mécanique E1 de la vie est soit ceci, soit cela. Donc, il faut chercher l'énergie mécanique de la vie. Je sais que l'énergie mécanique, puisqu'il n'y a pas de frottement d'après l'hypothèse, donc c'est un système pseudo-isolé. Donc, cette énergie mécanique est constante avec le temps et avec l'espace. Quel que soit l'instant et quel que soit le lieu, lors de la chute, l'énergie mécanique est la même. Donc, je peux prendre la première énergie mécanique, ou bien la dernière, ou bien à un instant quelconque. Je trouve le même résultat, puisqu'il y a invariabilité, il y a constance de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, puisqu'elle est constante, je peux choisir celle de haut. Donc, l'énergie mécanique en haut, c'est l'énergie cinétique en haut qui est nulle, puisqu'au début, il n'y a pas de vitesse initiale, c'est EC, plus EP en haut. C'est égal à 0, et EP en haut, c'est mgz en haut, plus une constante. Or, z en haut, c'est 0, puisque le haut, il n'a pas de z. Donc, l'énergie mécanique, c'est la constante C. Comment chercher la constante C? Regardez ici. Puisque l'énergie mécanique est constante, donc on a choisi celle en haut. C'est égal à C. C'est égal à mgh. Or, je sais que D égale 7/16e de H. D'où je déduis que H égale 7D sur 7. Donc, et je remplace ici. Et voilà, je trouve l'énergie mécanique en fonction de la distance. C'est 16/7e de mgd. Voilà la bonne réponse. Et c'est terminé pour la physique.